Jules, combien de temps vas-tu bosser avant de repartir ou comptes-tu te poser et faire des bébés? Alors, si j'avais voulu faire des bébés, il y a longtemps que j'en aurais fait. Et combien de temps je vais me poser et bosser? Eh bien, plusieurs mois, je vous l'ai dit tout à l'heure, je repars au mois de septembre, donc je vais me poser pendant plusieurs mois. Par contre, je ne bosse pas. Cette année, c'est la première année où je vais essayer de ne pas travailler, en tout cas, quand je dis pas travailler, c'est-à-dire de ne pas retourner où je bossais auparavant. Je vais cette année essayer simplement de vivre avec les vidéos. J'aimerais faire un peu plus de vidéos. Là, le mois qui s'est écoulé, c'était pas possible, j'étais trop occupé, mais j'aimerais pouvoir essayer d'entretenir la chaîne en sortant quelques vidéos de temps en temps. À nouveau, une question culinaire. Tu as l'air d'avoir un peu moins apprécié la cuisine aux Philippines. Quels ont été tes plats préférés dans ce pays? Alors, sans aucune hésitation, le plat que j'ai préféré aux Philippines, je pense que vous en souvenez si vous avez vu les vidéos, c'est le Bicol Express que nous avons mangé avec Madeleine à Legazpi. Ce plat, en fait, ce sont des morceaux de porc mijotés avec du lait de coco, il y a des morceaux de crevettes, bien sûr, il y a plein d'épices, il y a du piment. Et le jour où on l'a mangé, on visitait un site là, tout près du volcan Mayon. C'était super. On est arrivé, on s'est installé et tout. Je vois sur la carte Bicol Express. J'en avais entendu parler. C'était trop bon. Franchement, j'ai jamais mangé un truc comme ça aux Philippines, aussi savoureux. Et en deuxième plat aux Philippines, c'est un grand classique de la cuisine. C'est même le plat national aux Philippines. C'est l'adobo. L'adobo, c'est toujours très bon. C'est une valeur sûre. L'adobo, il y a plein de variantes. Hein. Ça peut être avec du porc, avec du bœuf, avec des fruits de mer, avec du poisson. Et surtout une recette qui consiste à faire mariner avec de l'ail, du vinaigre, de la sauce soja. En Inde, lors de ta visite à Pondichéry, as-tu rencontré des Indiens qui parlaient encore un peu français? Alors, pas pendant ce voyage-là, j'ai passé quasiment 3 jours là-bas, j'étais accompagné de mon or. Par contre, lors de mes précédents voyages, oui, j'ai rencontré plusieurs fois des Indiens qui parlaient encore français, alors souvent qui étaient franco-indiens, qui avaient la double nationalité. Ça fait déjà quelques années, je me souviens avoir rencontré un monsieur qui était charmant comme tout, qui s'appelait Clément, et qui venait d'être à la retraite. Il avait passé toute sa carrière professionnelle en région parisienne, il était chef de chantier, et on s'était rencontrés autour d'un terrain de boules. Oui, il y a aussi des terrains de boules à Pondichéry avec des Indiens qui jouent à la pétanque. Et oui, j'avais passé pas mal de temps à bavarder avec lui, on s'était vu plusieurs jours d'affilée, il était très sympa. Jules, as-tu un temps d'adaptation quand tu passes d'un pays à l'autre? Quelquefois l'ambiance peut être vraiment différente. Peut-être au début de mes voyages, oui, il me fallait un petit peu de temps pour m'adapter au nouveau pays, mais bon, par exemple cette année, tous les pays que j'ai fait, c'était des pays que je connaissais déjà. Vous l'avez probablement remarqué, j'essaye souvent de faire au moins un pays nouveau à chaque voyage, mais cette année, c'était l'après-Covid, je voulais vraiment me faire une grosse piqûre de rappel avec que des pays d'Asie, donc c'était que des pays que je connaissais. Même si j'ai des nouveaux pays, en fait, je pense que, vous savez, à force de voyager, on développe des facultés. C'est quasiment mon métier de voyager, donc je suis rarement perdu et il me faut pas beaucoup de temps d'adaptation. En fait, je sais à peu près ce que j'ai à faire quand je débarque dans un pays. Je sais à peu près comment ça fonctionne. Et même si c'est vrai, quand je passe par exemple de Taïwan à l'Inde, il y a une grande différence. J'arrive de Taïwan où tout est assez ordré, bien organisé de manière générale. La ponctualité, tout est carré, tout est propre, bien rangé. Et vous arrivez à Chennai, dans le sud de l'Inde, où là, ça part en live, ça part dans tous les sens. Mais justement, ça fait partie aussi des choses que j'aime, c'est de passer d'un pays à l'autre comme ça. Et ça fait partie du kiff, ça fait partie du kiff. Et en fait, ça me stimule. Et non, je m'adapte toujours très rapidement. Avec tous ces glaçons de boui-boui et autres plats, Jules, combien mets-tu de temps à réhabituer ta flore au début de chaque voyage? Et n'es-tu plus jamais malade? Vous le savez, c'est aussi ma réputation, c'est de n'être jamais malade. En tout cas, quasiment jamais. J'ai été 3 fois vraiment malade en maintenant 20 ans de voyage, une fois au Népal, une fois au Bangladesh et une fois en Birmanie. Mais c'est vrai que j'ai la chance, voilà, de ne jamais être malade. Je pense par exemple à cette année, pas une fois j'ai été malade, hein. J'ai des anti-diarrhéiques dans ma trousse de toilette, j'y ai pas touché une seule fois. Non, j'ai la chance d'avoir un estomac en béton et de pouvoir manger tout ce que je veux. Je suis aussi jamais malade en France. Si vous êtes un petit peu malade, un petit peu sensible en France, oui, il y a des chances que vous tombiez malade aussi en voyage. Tes revenus YouTube et Tipeee te permettent-ils de cotiser pour ta retraite? Alors, j'ai une micro-entreprise, donc oui, je cotise en tant que micro-entrepreneur. Je paye des cotisations tous les mois à l'URSSAF et je cotise également pour la retraite. As-tu trouvé des changements notoires suite à la pandémie dans les pays que tu as visités? C'est une question intéressante. J'ai pas véritablement trouvé de grands changements notoires. Chasser le naturel, il revient au galop. Vous savez, le temps passe et puis finalement on reprend un peu les mauvaises habitudes. À noter que en Corée et à Taïwan, quand j'y suis allé, le port du masque était encore obligatoire, alors qu'en France, ça fait quand même déjà un moment que le masque est tombé. Mais c'est vrai qu'il y a des populations, notamment les populations d'Asie de l'Est, au Japon, je pense à Taïwan, à la Corée et dans une autre mesure à la Chine. Ce sont des populations qui sont très précautionneuses.
on prend pas de risques, on se protège au maximum. Donc j'étais pas surpris voilà, de voir encore des gens porter le masque. Et je pense que dans ces pays-là, oui, ça va laisser des traces, cette pandémie. Donc oui, ça a modifié certains comportements chez des personnes. Ressens-tu un certain blues au retour de tes voyages? Non, pas du tout. Déjà parce que je suis toujours très content de rentrer. Puis surtout, je sais toujours qu'il y a un autre voyage qui s'annonce. Il y a toujours un autre voyage derrière. Donc non, 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 jamais de blues au retour des voyages. Jules, as-tu eu de grosses déconvenues au cours de ce voyage? Alors, vous le savez, je suis quelqu'un de très optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein. Il n'y a rien que je considère comme des déconvenues, mais je pense quand même à deux choses. La première déconvenue, ça concerne le visa électronique que j'avais fait pour aller au Vietnam. Je ne l'ai pas eu à temps, mais c'est de ma faute. J'ai fait une grosse boulette. La résolution était pas bonne en fait. Et le site du gouvernement vietnamien, c'est pas eux qui vous envoient un email pour vous dire attention, il y a un truc qui va pas et tout. C'est à vous de checker en fait si tout se passe bien, si la demande est toujours en cours. Et j'étais à New York, j'étais à fond dans mon truc, ouais, New York et tout. 3 jours avant d'arriver au Vietnam, j'ai vu que la demande était suspendue, donc il a fallu que je recommence. Évidemment, je n'ai pas eu donc le visa électronique à temps. C'est pour ça que je suis rentré au Vietnam avec simplement l'autorisation de rentrer 2 semaines. Quand on est français, on peut rentrer 2 semaines sans visa. Et ça m'a coûté donc 2 billets d'avion. J'ai fait un aller-retour très rapidement à Kuala Lumpur et je suis revenu. Et la deuxième déconvenue, c'était en Corée quand j'ai voulu passer la nuit à Daecheon, une petite ville sur la côte où je voulais prendre le bateau le lendemain matin pour explorer l'île de Sapsido. Ce que je ne savais pas, c'est que ce week-end-là, le lundi était férié. Donc les Coréens avaient 3 jours et tout était pris d'assaut. Il n'y avait plus aucun hôtel. Et Daecheon, c'est une ville touristique sur la côte, notamment avec les jeunes. Il y avait plein de jeunes partout. Puis je suis arrivé tard à Daecheon. J'ai commencé à faire une première adresse, un premier hôtel, plein, deuxième plein, troisième plein. Et à chaque fois, les gens me regardaient avec des yeux comme ça en disant mais il est fou lui de chercher un hôtel maintenant, une chambre d'hôtel, tout est pris, il n'y a plus rien. C'est là que j'ai compris que ça allait être une grosse galère et j'ai donc cherché jusqu'à 2h ou 3h du matin. J'ai trouvé une pauvre chambre des années 60, vraiment qui était restée dans son jus et que j'ai payé 75 €. Enfin, le prix au départ était bien plus élevé, mais j'avais négocié un petit peu, j'ai quand même payé 75 €. Surtout que je me levais le lendemain matin, je crois, à 5h30 ou 6h, donc j'ai payé 75 € pour une chambre dans laquelle j'ai passé, allez, 3 heures à dormir et encore, même pas. Bref, c'était la deuxième déconvenue et c'était en Corée. Combien de temps passes-tu en moyenne sur tes montages? La moyenne, c'est entre 3 et 5 heures. Pour une petite journée, ça sera plutôt 3 heures. Pour une grosse journée, plutôt 5 heures. Et ça dépend aussi si je mets des séquences en musique. Quand je rajoute de la musique, ça prend beaucoup de temps. Ça peut parfois même prendre jusqu'à 6 heures. Donc c'est tous les soirs entre 3 et 5 heures de montage. Quel logiciel utilises-tu? J'utilise Sony Vegas Pro 17. Et quelle bibliothèque playlist utilises-tu pour tes musiques? Alors je prends toute ma musique sur un site qui s'appelle Epidemic Sound. Je paye tous les mois, je paye 12 ou 13 € et il y a un catalogue de je ne sais combien de milliers de chansons et je pioche ce que je veux à l'intérieur. Et surtout c'est de la musique qui est libre de droit, donc je n'ai aucun problème sur YouTube en utilisant ces musiques. As-tu pris des cours ou suivi des tutoriels pour le pilotage du drone? Absolument pas. J'ai regardé quelques tutoriels mais pas particulièrement pour piloter, c'était plutôt pour la mise en route, des choses comme ça. En fait c'est hyper basique ce que je fais, hein. Des gens qui m'ont dit ouais, chapeau et tout, le drone, non. Très honnêtement, voilà, je fais des va-et-vient, mais en fait, vu du ciel, tout est toujours très beau. Je me suis rendu compte de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des trucs hyper spectaculaires. Voilà, vous faites des va-et-vient dans un sens, dans l'autre, et c'est déjà très beau. Donc non, je suis pas du tout un as du pilotage, bien loin de là. Pourquoi ne filmes-tu pas plus les interactions avec les gens? Alors, on m'a posé plusieurs fois cette question, pour répondre de manière assez simple, c'est tout simplement par pudeur. Je marche surtout au feeling et quand je sens que les gens sont prêts ou plus réceptifs, je vais filmer davantage, mais la plupart du temps, j'aime pas trop me pointer directement sur les gens comme ça, ouais, salut, ça va. Ça dépend des pays, vous le voyez, je pense que vous l'avez constaté à travers les vidéos. Je filme davantage des interactions, par exemple, en Inde ou au Népal, parce que les gens sont beaucoup plus à l'aise avec les objectifs, avec les caméras, et à l'opposé, par exemple, à Taïwan ou en Chine ou en Corée, les gens sont beaucoup plus sensibles en fait aux objectifs. Je sens qu'ils sont pas à l'aise et je veux pas brusquer les gens. Quelle période conseilles-tu pour faire la boucle dans le nord du Vietnam à moto ou en scooter? Il n'y a pas mieux que la période à laquelle je l'ai faite là, c'est-à-dire en septembre où les rizières sont encore magnifiques, où il y a encore un petit peu de pluie, mais franchement voilà, ça reste tout à fait possible. Mais surtout voilà, la couleur des rizières, si vous voulez vraiment profiter, faites-le courant du mois de septembre, vous aurez des paysages vraiment magnifiques. Comment fais-tu pour les visas? Les demandes-tu sur place? T'est-il arrivé d'avoir des visas refusés? Je sais que tout le monde n'a pas la chance de voyager autant que moi et c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent la question. En fait, chaque pays a des règles différentes, donc il faut faire une petite recherche sur Google ou regarder sur le site du Routard ou sur le site
du Lonely Planet. Vous trouverez toutes les informations concernant les visas en fonction de votre nationalité. Mais en faisant une petite recherche, vous allez rapidement trouver l'information et chaque pays a ses propres règles. Donc il y a des pays où il faut arriver avec le visa ou alors vous avez parfois des visas à l'arrivée. Et encore une fois, maintenant il y a beaucoup de pays qui proposent donc le e-visa, le visa électronique. Donc vous le faites sur internet, ça prend 5 minutes, vous payez en ligne, on vous envoie donc un email avec soit le visa à l'intérieur que vous imprimez et vous présentez donc ce papier quand vous arrivez à l'aéroport et on vous met un tampon dans le passeport. En fait voilà, il faut se renseigner, tout est différent en fonction des pays et en fonction bien sûr de votre nationalité. Puis non, j'ai jamais de visa qui a été refusé. Comment as-tu choisi les pays que tu as visités? Alors c'est une question intéressante, mais je sais pas trop quoi dire comme explication, simplement c'est les pays que j'avais envie de redécouvrir. Après j'essaye de choisir la période à laquelle je vais y aller en fonction de la météo. Le Vietnam ça me manquait, j'avais aussi très envie d'y retourner, je voulais voir les rizières en terrasse, absolument, donc c'est pour ça que je l'ai fait en septembre. Il y a toujours un petit été indien en Corée, c'est pour ça que je l'ai placé au mois d'octobre. Donc oui, j'essaye de tenir compte quand même des saisons, mais sinon la plupart des pays, c'est des pays où je voulais retourner, c'est des pays que je voulais redécouvrir cette année. Qu'as-tu emporté dans ton sac à dos? Alors ça, c'est une réponse qui demande beaucoup de temps, et puis surtout j'ai fait une vidéo dédiée, j'ai consacré une vidéo entièrement à ça, à tout ce que j'emmène dans mon sac à dos pour un voyage de 7 mois. Je mets le lien quelque part ici, vous avez juste à cliquer et vous pourrez regarder ce que je mets dans mon sac à dos. J'ai vu que tu n'avais pas de moustiquaire avec toi en voyage. Non, je n'ai jamais voyagé avec de moustiquaire, tout simplement parce que je me fais très rarement piqué. Je n'ai pas une peau qui est très appréciée des moustiques, en tout cas j'ai beaucoup de chance là-dessus. C'est vrai que je suis rarement piqué par les moustiques, donc je voyage sans moustiquaire. Comptes-tu visiter la Mongolie lors de tes prochaines saisons? C'est une question qu'on me pose chaque année et c'est vrai que la Mongolie ça m'attire, j'ai envie de la visiter. La Mongolie il fait très très froid l'hiver, donc si je devais visiter la Mongolie ça serait plutôt juin, juillet, août, voire septembre. Et c'est vrai qu'à cette période là c'est plutôt la période à laquelle je rentre en France. Serais-tu prêt à faire une nouvelle saison avec Manu et Laurent Cassia? Alors j'en ai parlé plein de fois de ça, bien entendu, moi j'attends que ça. Après bien sûr la pandémie ça a bouleversé pas mal de choses, mais bien sûr reformer le trio avec Manu et Lolo ça serait un vrai bonheur. L'Indonésie, ton pays préféré, t'a-t-il manqué? Alors oui, l'Indonésie c'est l'un de mes pays préférés et je l'ai dit plusieurs fois cette année à des gens que j'ai rencontrés, à ma famille, à des amis. Quand j'ai préparé le voyage qui vient de s'écouler là, c'est-à-dire donc l'année dernière, ça a été la décision la plus difficile à prendre, ça a été de me dire je vais pas aller en Indonésie cette année, voilà, parce qu'il fallait faire des choix, parce que je voulais retourner aux Philippines, je voulais retourner au Laos, bref, il a fallu faire des choix. J'ai fait une croix sur l'Indonésie pour le voyage qui s'est écoulé, alors vous vous doutez bien que l'Indonésie sera sur la liste du prochain voyage. Jules, pourrais-tu faire un voyage en Égypte? Alors oui, peut-être qu'un jour j'irai en Égypte, mais c'est pas le pays qui figure tout en haut de ma liste, mais pourquoi pas, moi je suis ouvert à tous les pays et je pense que je pourrais faire un beau voyage en Égypte, mais c'est pas dans mes priorités. Jules, qu'est-ce que tu fais de ton ancien passeport quand tu dois le renouveler? Alors vous le savez, peut-être votre passeport ne vous appartient pas. Le passeport, même si vous payez un timbre fiscal à 90 €, je sais pas, ça peut-être augmente, c'est la propriété de l'État. Donc quand il est plein, il faut le restituer, il faut le rendre. Donc c'est ce que je fais à chaque fois. Je suis rendu au 6e ou au 7e passeport, je crois, donc je rends mes passeports. Jules, la retraite en Asie. Alors la retraite, je sais que c'est un sujet qui marche bien en ce moment en France. Alors en ce qui me concerne, vous savez, moi j'ai jamais de prévision à plus d'1 an, donc la retraite, non, je suis loin d'y penser. Probablement que je passerai du temps en Asie à la retraite, mais je ne sais pas où je serai, je ne sais pas où je serai dans 1 an, donc pour l'instant non, c'est encore très très loin. Jules, pourquoi décides-tu de loger en hôtel et jamais en auberge? Alors je ne sais pas ce que je dois comprendre dans le mot auberge, si c'est auberge de jeunesse et dortoir, alors parce que j'ai passé l'âge des dortoirs, mais la raison principale c'est parce que oui, j'ai besoin d'être tranquille dans ma chambre pour pouvoir bosser, moi j'ai besoin de lumière jusqu'à 2-3 heures du mat pour faire le montage. 3 questions en une installation prévue en Turquie, vis-tu à Istanbul maintenant et qu'as-tu prévu de faire après la Turquie? Alors oui, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai décidé de me poser ici 3 mois à Istanbul, c'est une ville que j'aime, j'ai la chance d'avoir Madeleine qui vit ici et d'être dans un quartier que j'adore, le quartier de Kadıköy. Et après la Turquie, je rentre en France, je vais passer l'été en France. Jules, à quand un voyage en Afrique ou en Océanie? Océanie, ce n'est pas du tout au programme, Afrique, ça serait éventuellement en programme. Jules, prends-tu tes billets en multi-destination ou les achètes-tu séparément? Regardes-tu sur Skyscanner, achètes-tu sur GoVoyage ou Kayak ou achètes-tu directement sur les sites des compagnies? J'achète directement sur les sites
des compagnies. Les tarifs sont maintenant quasiment les mêmes entre les Go Voyage, les kayaks et tout, et je préfère même payer 10, 15 ou 20 euros de plus, mais au moins s'il y a un problème, vous traitez directement avec la compagnie. Ça fait déjà des années, peut-être pas loin de 10 ans. C'est vrai que tout au début, j'achetais souvent sur Go Voyage. J'ai beaucoup acheté sur Go Voyage et j'ai eu la chance de ne jamais avoir de problème avec eux, mais depuis maintenant une bonne dizaine d'années, j'achète tous mes billets sur les sites des compagnies en question, directement. Par contre, effectivement, je fais toujours la recherche sur Skyscanner, je trouve les billets qui m'intéressent et les billets les moins chers, et après je vais directement sur le site de la compagnie pour acheter le billet. Jules, comment fais-tu pour gérer tes finances pendant le voyage? Carte bancaire, carte de paiement, application? Je suis toujours chez N26, banque en ligne allemande. J'en suis toujours très satisfait. Aucun frais lors des paiements, aucun frais lors des retraits. Ça marche très bien, c'est toujours très instantané. Quand vous consultez votre compte en ligne, vous avez le solde en temps réel. Vous retirez de l'argent, boum, le solde il se met à jour automatiquement. Voilà, c'est très pratique, j'en suis toujours très ravi. N26. Ressens-tu une explosion du nombre de touristes ces dernières années en Asie? Il y a eu le Covid, donc le tourisme a complètement chuté, quasiment même arrêté en Asie. Mais c'est vrai que là, c'est reparti de plus belle depuis, on va dire, une petite année. Alors ça dépend des pays, hein. Le Japon, la Corée, c'est plus récent. Il y a des pays qui ont rouvert déjà il y a un petit moment. Je pense au Népal, je pense au Sri Lanka. Les Asiatiques voyagent de plus en plus sur leur continent. On voit de plus en plus de Vietnamiens faire du tourisme au Japon ou en Corée, par exemple. Beaucoup d'Indonésiens, bien sûr beaucoup de Chinois en Thaïlande ou au Cambodge. Et effectivement, même s'il y a eu cette coupure pendant la période Covid, je pense que le tourisme repart de plus belle cette année. Jules, as-tu déjà visité la Suisse? Alors justement, tout au début de ce voyage, mais je n'ai pas filmé, je suis allé passer 4-5 jours entre la Suisse et l'Allemagne. Alors j'ai vu seulement une ville en Suisse, donc je n'ai pas réellement visité le pays, mais j'ai découvert la ville de Bâle, qui est une ville très jolie. Vas-tu faire un bêtisier de tes vidéos? Alors effectivement, il y aurait de la matière parce que parfois je bafouille, parfois il se passe des choses, il y a une tôle qui s'envole derrière moi ou la caméra qui tombe. 183e jour de l'aventure, réveil au bord du lac Maninjao. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas prévu de faire de bêtisier. Il faudrait déjà que je reprenne tous mes rushs. Mais des rushs, j'en ai des milliers. Ça prendrait beaucoup de temps pour faire un bêtisier. À quand l'écriture d'un livre de photos et la création d'une collection de vêtements avec des plus jolies photos sur ces vêtements? La collection de vêtements, c'est la première fois qu'on me pose la question. C'est pas du tout au programme. Le livre photo, bien sûr, c'est dans un coin de ma tête. Il y avait eu éventuellement l'idée d'un projet il y a quelques temps, il y a quelques années déjà, et puis finalement ça s'est pas fait parce que j'étais en voyage. Quand je suis rentré, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et c'est vrai que dès que je rentre de voyage, je me focalise tout de suite sur le voyage suivant. Et le temps passe vite. Et le temps passe très vite. Alors oui, changement de décor, à nouveau, j'ai tellement parlé sur cette île de Kinalyada que j'ai rempli la carte mémoire, donc j'étais obligé de m'arrêter, je suis revenu, on poursuit la vidéo dans une nouvelle ambiance. Jules, dans quel pays as-tu été le plus dépensier? Alors j'en ai parlé au début de la vidéo avec le bilan, j'ai dépensé donc plus d'argent en Corée du Sud, mais je vous l'ai dit, j'ai acheté un appareil photo et des batteries. Si on enlève ça, j'ai à peu près dépensé le même montant en Corée du Sud et à Taïwan, mais en sachant que je suis resté quand même plus longtemps en Corée du Sud, donc je pense que c'est à Taïwan que j'ai été le plus dépensier. Es-tu déjà allé au Pakistan? Non, ce pays manque à ma liste. Je suis souvent allé dans le sous-continent indien, voilà, souvent en Inde, au Népal, un petit peu au Sri Lanka, Bangladesh également. Mais le Pakistan, je n'y suis jamais allé et c'est vrai que j'aimerais découvrir ce pays. Jules, n'as-tu jamais la fatigue du voyage au bout de 5-6 mois par exemple? Non, jamais aucune fatigue, sinon je ferai que des voyages de 5 mois. Mais non, j'ai jamais de fatigue. Je suis toujours content de rentrer, mais j'ai pas de fatigue de voyage puisque je reste en général un mois dans chaque pays, parfois un peu plus. Le rythme d'un mois dans chaque pays, ça permet d'avoir un petit peu de changement et non, j'ai pas de fatigue qui s'accumule. Voyager, c'est ma passion, donc non, je ne suis jamais rassasié et je ne ressens jamais de fatigue. Jules, est-ce que tu emmènes avec toi des médicaments au cas où ou est-ce que tu voyages en mode freestyle? On verra. Oui, j'emmène des médicaments, j'emmène toujours deux choses depuis 20 ans que je voyage. Il y a toujours les deux mêmes choses dans ma trousse de toilette. C'est une boîte d'Efferalgan, des 1 gramme, hein, du paracétamol. Et la deuxième chose, c'est une boîte d'antidiarrhéique. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, je n'y ai pas touché cette année. Et puis j'ai aussi, oui, une petite boîte de pansement, mais sinon c'est tout ce que j'ai. Jules, as-tu une liste des applications que tu utilises quand tu es en voyage en Asie? Alors j'avais fait une vidéo dédiée, j'avais expliqué un petit peu toutes les applications que j'utilisais. Il y a une application que j'utilise beaucoup, surtout quand je suis en Asie du Sud-Est, c'est Grab. Grab, c'est tout simplement l'équivalent d'Uber. Ça fonctionne au Vietnam, au Laos, en Thaïlande, au Cambodge, en Indonésie, en Malaisie. Ça fonctionne dans une grande partie de l'Asie et ça fonctionne avec tout type
transport, hein. On a aussi bien les tuk-tuk que les rickshaws, que les voitures, les motos, les taxis, les scooters, tout ce que vous voulez. Et ouais, ça c'est vraiment l'application indispensable. Grave. Qu'est-ce que j'utilise? Moi j'utilise beaucoup Google Maps hein, pour me repérer. Pas mal Maps.me. Maps.me, ça permet d'avoir des cartes hors ligne. Quand vous êtes connecté, vous téléchargez les cartes qui vous intéressent et après vous pouvez les consulter et les regarder sans avoir besoin d'une connexion. Bien sûr, des applications pour les hébergements, rien d'exceptionnel, Booking, Agoda et Hotel.com. La plupart du temps, je regarde et je réserve sur Agoda, un peu moins sur Booking et encore un peu moins sur Hotel.com, mais j'aime bien quand même regarder sur Hotel.com de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, il y a des tarifs qui sont plus intéressants sur Hotel.com, mais c'est pas souvent, c'est très rare, mais ça arrive. La plupart du temps, je ne réserve pas non plus sur ces applications. En fait, elles me servent surtout pour regarder des photos, voir à quoi ressemblent les chambres et puis avoir une idée du prix et puis de la disponibilité aussi. Et je regarde parfois une heure avant d'arriver, je me dis bon ok, il y a des chambres disponibles, j'y vais et sans forcément réserver. Ah si, j'allais oublier, il y a une application que j'utilise quand même assez souvent, c'est xe.com, je ne sais pas si ça se prononce xe.com, je ne sais pas, en tout cas c'est xe et c'est une application qui vous permet de regarder les cours en temps réel des différentes devises. Vous pouvez vous faire un petit portefeuille, une petite sélection. Alors moi je mets toujours une dizaine, une douzaine de monnaies différentes. Bien sûr j'ai l'euro, j'ai le dollar, la lire turque et puis tous les pays que je vais visiter quand je suis en voyage en Asie ou ailleurs. Et ça oui, je la consulte souvent, très souvent même. Et parfois il y a des taux de conversion qui ne sont pas très pratiques à calculer. Donc j'utilise, c'est vrai, assez souvent cette application. Jules, que penses-tu du confort des lits en Asie? Personnellement je galère sur les lits durs. J'ai la chance de bien dormir partout, même sur des lits durs, je m'endors bien, j'ai un sommeil assez profond. Non, j'ai l'habitude de dormir sur tout type de lit, ça me pose aucun problème. C'est vrai qu'il y a des pays en Asie, je pense parfois en Inde ou même au Népal parfois, hein, c'est juste comment une paillasse, enfin une planche en bois avec espèce de truc très fin. Non, je dors bien même sur des lits qui sont assez durs. Vu le contexte actuel en France, envisages-tu toujours de rentrer? Alors, je me suis fait préciser la question par son auteur. La personne voulait parler des manifestations, de ce qui s'est passé par rapport à la retraite. Je vais pas dire que ça me passe au-dessus de la tête, mais non, enfin, moi je suis, la priorité c'est de rentrer voilà, dans mon pays et d'être content de voir ma famille et mes amis. Donc non, c'est pas ça du tout qui va m'empêcher de rentrer. En plus, moi je vis à la campagne. Je sais que je suis un petit peu déconnecté quand voilà, je suis à l'étranger et surtout parce que je passe beaucoup de temps à l'étranger. Mais non, c'est pas ça du tout qui va m'empêcher de rentrer. Et dernière question, Jules, quels sont pour toi les 3 éléments indispensables en voyage? D'abord, une bonne paire de tongs ou de chaussures. Ça dépend si vous êtes plus à l'aise en chaussures ou en tongs. Personnellement, vous le savez, je suis plus à l'aise en tongs. Je marche en tongs quasiment partout. C'est important, voilà, d'avoir une bonne paire de tongs qui va tenir le coup, surtout quand on voyage pendant plusieurs mois. Hein. Si vous achetez une paire de tongs à 2 €, on en trouve en Asie, hein. Mais la paire va vous faire 2 mois et voilà, ça sera terminé. Alors oui, ça peut sembler évident de dire ça, mais c'est important d'avoir une bonne paire de tongs et une bonne paire de chaussures quand nous sommes en voyage. Alors le deuxième élément indispensable pour moi, c'est un bon sac à dos. Je sais que tout le monde ne voyage pas avec des sacs à dos. C'est important d'avoir un bon sac à dos que vous portez bien sur vos épaules, que le poids soit bien réparti, qu'il soit confortable à porter et puis surtout à l'intérieur, que vous ayez la possibilité de ranger plein de choses et que ça soit bien compartimenté. D'ailleurs, je mets à nouveau le lien quelque part ici sur la vidéo de mon sac à dos et sur ce que j'emporte pendant ces 7 mois. Mais c'est vrai que depuis que j'ai acheté ce sac à dos là, je l'adore ce sac, mais vraiment, et je me dis tout le temps, il faut que j'en commande un tout de suite avant que la collection elle disparaisse, avant que le modèle disparaisse, parce que vraiment ce sac je l'adore, je vais peut-être même en commander 2 ou 3 d'avance. Et la dernière chose, le troisième élément indispensable, ce n'est pas quelque chose de matériel, je termine volontairement là-dessus, c'est de toujours garder le sourire et votre bonne humeur. C'est essentiel quand on voyage, parce que vous n'êtes pas dans votre pays, vous êtes à l'étranger, il faut savoir s'adapter et il faut souvent aussi savoir faire preuve de patience. Ça se passe pas toujours comme on veut, il y a toujours des petites aventures, des petits aléas, des petites choses qui sont pas prévues. Et c'est important de garder le sourire face à ces petites difficultés. Et les choses se passent toujours mieux avec un sourire et puis de la bonne humeur. Et puis surtout le sourire, c'est quelque chose qui est gratuit, que tout le monde comprend, c'est international. Et un sourire, ça peut vous ouvrir de nombreuses portes. C'est ça le troisième élément indispensable pour moi en voyage. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, j'ai répondu à toutes les questions que j'avais sélectionnées, parce que je vous l'ai dit, il y en avait beaucoup. Mais j'ai fait le tour à peu près de cette FAQ. En ce qui concerne les semaines à venir, j'ai quelques idées de balades ici à Istanbul et puis j'ai un petit projet aussi en tête. Bref,
Il y a des choses qui devraient arriver dans les semaines à venir. Les délicieuses koftés et les frites que j'ai mangées, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Nicolas Dupuis du Québec, Marie-France et Bruno, Fabrice Veda et Laurent Michaud. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Voilà, je crois que j'ai vraiment fait le tour maintenant. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, good night.